Bonjour à toutes et à tous, ici TFT, petite introduction pour vous expliquer un peu le concept de cette nouvelle playlist sur ma chaîne. On va faire des tops de films, alors majoritairement des films d'horreur, ça a été demandé par pas mal d'entre vous. On va faire du coup un top de films, on va commencer aujourd'hui en faisant le top 5 tout simplement des pires films d'horreur que j'ai vus. Et vous allez voir qu'avec les prochains épisodes, on va avoir des tops qui sont un petit peu plus farfelus. Les meilleurs slashers, les pires films de body horror, enfin peut-être pas le body horror mais peut-être les pires films paranormaux, je ne sais pas, on verra. En tous les cas, j'espère que le concept vous a plu et encore une fois merci aux personnes qui m'ont demandé de faire ce genre de petits trucs. On va bien rigoler et on commence tout de suite avec le numéro 5 et bien évidemment ça sera décroissant, donc on commence par le 5 qui est mauvais et le premier sera catastrophique. C'est parti. Ouais alors bon, non au final c'est même pas commencer par du mauvais pour aller jusqu'au pire parce que tous les films d'aujourd'hui sont pires. Et bien évidemment c'est tiré sur l'ambulance mais tout de même faut bien commencer quelque part avec l'ignoble Jason X bien évidemment qui est... vous savez quoi, je suis assez impartial donc je vais juste me contenter de lire la description sur la pochette vous savez. Donc et voilà, je pense que suite à ça vous verrez très bien de quoi je veux parler. Je commence. Jason Voorhees, le célébrissime tueur en série au masque de hockey, a finalement été capturé. Ne pouvant être détruit, celui-ci se retrouve cryogénisé par une de ses victimes que Jason tentait de tuer. Donc la victime a réussi à piéger Jason. Près de 5 siècles plus tard, la Terre est devenue inhabitable suite aux méfaits de la pollution. Venus de la planète qui a servi d'asile à la race humaine, des jeunes archéologues partent en voyage sur la Terre pour étudier les causes du cataclysme écologique. Au cours de leurs recherches, ils découvrent un caisson réfrigéré contenant ce qu'ils pensent être l'un de leurs plus vieux ancêtres. Afin de le préserver et d'en savoir plus, ils décident de ramener ce corps cryogénisé sur leur vaisseau spatial. Jason ne va pas tarder à sortir de son hibernation. Alors, rien qu'avec cette description, généralement vous commencez à sentir que ouais, ça sent le pâté, clairement. Mais il y a encore pire dans le film. En effet, plus vous allez avancer dans le film, plus ça va être un grand guignolesque pas possible. Déjà, comme vous avez pu le supposer, mais je me permets de vous le redire, on parle d'un film qui se passe, si je dis plus de conneries, il se passe en 2450, je crois. Dans le futur. Déjà là, Jason dans le futur. Première chose, bon. Je vais pas épiloguer sur le film 50 ans, il y a juste Jason, à un moment il est mortellement blessé parce que sinon le scénario n'avance pas. Oui, je rappelle qu'il est immortel mais il est mortellement blessé parce que nique-toi le scénario. Il tombe à côté d'une sorte d'imprimante 3D étrange du futur qui va lui injecter des nanoparticules et encore une fois comme le disait Napoléon, un croquis vaut mieux que 1000 discours. Uber Jason. C'est un Jason mécanique avec des nanoparticules dans le corps. Ce qui fait de lui le Uber Jason, le méga Jason si on traduit. Voilà. Jason dans l'espace qui devient une sorte de cyborg et qui à la fin... Enfin, mention spéciale aussi au truc ridicule de pour faire perdre du temps à Jason, ils font dans une salle de réalité augmentée une sorte de rappel de Crystal Lake et ils font bien évidemment popper deux figurantes qui proposent du sexe prémarital à Jason en enlevant tous leurs vêtements et en lui disant tu viens chérie, on a de la bière. Rien à sauver. Jason dans le futur en robot qui tue des hologrammes qui sont évidemment à poil parce que vendredi 13. Rien à retenir. Oh là 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 là, il est délicat le cas là à traiter. Massacre à la tronçonneuse, le commencement, Texas Chainsaw Massacre The Beginning de 2006. Je vais pas me faire que des amis en parlant de celui-là, il y en a même qui, je vous entends déjà souffler du nez. Je vous explique un petit peu pourquoi ce film-là, selon moi, a totalement raté le coche. C'est très simple, il faut comprendre qu'il fait partie de ces nombreuses timelines un peu bizarres de toute la saga de films Massacre à la tronçonneuse, puisque oui, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il y a des timelines dans Massacre à la tronçonneuse, et ici, on parle de la remake timeline. Je vous explique. En 2003, il y a l'excellent reboot, remake Massacre à la tronçonneuse qui est censé être un reboot, remake de celui de 1974 qui est encore une fois excellent et salué par la majorité des fans comme étant digne d'être un bon film Massacre à la tronçonneuse. Donc évidemment, qui dit bon film dit
argent, qui dit rentabilité, qui dit bien évidemment, faut faire une suite. Ah oui mais merde, on peut plus faire la suite puisque dans le Texas Chainsaw Massacre de 2003, par Marcus Nispel bien sûr, on a fait mourir certains personnages qui sont clés à l'avancée du truc. Du coup qu'est-ce qu'on fait ? On fait un préquel. Et voilà. Crac. Et c'est systématique et symptomatique à partir de ce film-là. Si vous avez un film qui fonctionne, un film d'horreur qui fonctionne, et que vous faites un préquel, vous êtes sûr que vous allez vous gourer. Je pense très sincèrement que, je rentre pas dans la théorie du complot, mais je pense très sincèrement que ce film, c'est le déclencheur du... On a fait des bons films, on fait des préquels, donc des films qui se passent avant le film que vous aimez pour tout vous expliquer en détail. Et évidemment, ça s'empêtre dans des facilités scénaristiques comme pas possible. On apprend sur un retour de manche que certains personnages viennent seulement d'apparaître comme ça, parce que genre par exemple le plus con, c'est l'un des personnages, je vais pas spoiler, qui vole un costume à un policier, et bizarrement c'est pour ça qu'il est policier. Oui voilà, donc le personnage de, pour celles et ceux qui suivent, Hoyt, du coup, n'est pas Hoyt, mais qui s'appelle Charlie, je crois, il me semble. Enfin bref, peu importe. Donc tout ça, on apprend pourquoi du comment dans le Texas Chainsaw Massacre The Beginning, et ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. Le final de ce film, pitoyable comme pas possible, et surtout un jeu d'acteur plus qu'exécrable. Donc franchement, si vous deviez retenir quelque chose, seulement celui de 2003 bien sûr, encore une fois dans la temporalité du remake bien sûr, donc celui de 2003 mais certainement pas celui de 2006, vous pouvez totalement passer à côté, vous ne louperez rien, je peux vous l'assurer. Wow, TFT, t'as pété un plomb ou quoi ? Tu t'attaques à Halloween ? Oui, attendez, je vous explique. Quand John Carpenter, le légendaire John Carpenter, que j'aime de tout mon cœur par rapport à tout ce qu'il a fait, bien évidemment, tous ses projets, sa musique, tout ça, je suis fin love de lui. Quand il a fait Halloween en 78, il n'a jamais, au grand jamais, imaginé qu'il y ait une suite. Tous les films de John Carpenter sont des stand-alone, c'est-à-dire, je fais mon film, c'est achevé, point final. Voilà. Sauf que là, les studios ont commencé à lui foutre un peu la pression, donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'anecdote, il s'est enfermé dans un motel pendant tout un week-end avec un paquet de bière, oui, un pack de bière, et il a écrit le scénario de Halloween 2 en quelques jours, et il a envoyé le scénario, en un week-end, il a envoyé le scénario et il a dit « démerdez-vous avec le scénar, moi je me casse », et il a totalement désavoué le projet. Et franchement, quand on voit la détermination de ce que John Carpenter a fait dans le futur, je peux très bien comprendre qu'il était totalement énervé quand il s'agit de parler d'Halloween 2. Je ne vais pas épiloguer, si vous voulez regarder Halloween 2, je vous en prie, faites-le. Mais pour celles et ceux qui, comme moi, préfèrent un Michael Myers un tout petit peu plus humain, et non pas une sorte de créature mythologique comme il y aura dans Halloween 2 jusqu'à Halloween H20, voire même Résurrection, si je me perds pas dans ces films pourris. Enfin bref, tous ces films-là, donc de Halloween 2 de 81 jusqu'à Halloween Résurrection en 2002, je crois, un truc comme ça, enfin bref, c'est des films où Michael Myers est une sorte d'entité paranormale, etc. Vous allez me dire, mais dans le premier aussi, et dans celui de 2018, qui est la suite de celui de 78 également, puis Halloween Kills, puis Halloween Ends, il est mythologique, Michael Myers. Oui, mais il est mythologique, il est certainement pas sorcier, c'est pas un démon. Par contre, dans la version de Halloween 2, et c'est pour ça que je m'acharne sur lui aujourd'hui, enfin je m'acharne, c'est vite dit, mais pourquoi je m'attaque à Halloween 2 de 1981, c'est pour la simple et bonne raison que ce film est le film que John Carpenter dont John Carpenter a voulu se débarrasser en disant voilà, faites votre truc paranormal, prenez mon script, j'en ai rien à foutre. Et du coup, oui, c'est à partir de ce moment-là que on invente des grossièretés dans le scénario, genre par exemple, oui, Michael Myers est un fantôme possédé par un démon de l'esprit du mal qui passe à travers l'esprit d'Halloween, donc de Sam Hain de manière générale. On apprendra plus tard dans Halloween 6, je crois, la malédiction, qu'en fait depuis le début, donc depuis la temporalité de Halloween 2 de 81, c'est donc le Cult of Thorn, qui plus est, j'imagine en français, la secte de l'épine, j'imagine en français, qui a fait descendre la tradition gaélique dans le sang de Michael Myers, qui fait que une fois toutes les énièmes générations, un enfant marqué
de la famille en question, de la famille marquée avec la malédiction de Thorn, est censé tuer sa famille. C'est un bordel pas possible. Bref, on s'en bat les couilles. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à faire n'importe quoi avec Halloween. Faut-il blâmer John Carpenter? Non, absolument pas. Par contre, la suite avec ce qu'en ont fait les studios en mode une sorte de créature, comme je le dis, immortelle à cause de la malédiction de Thorn, du coup, enfin la malédiction de Samhain, ancêtre de la fête d'Halloween qu'on connaît toutes et tous aujourd'hui, c'est de la connerie, c'est de la merde, point final. Si vous aimez Halloween, regardez tout, comme moi. Mais si vous aimez vraiment un Michael Myers plus terre à terre, bien évidemment, vous regardez celui de 78, celui de 2018, et en gros, oui, celui de John Carpenter de 78, et ensuite la trilogie de David Gordon Green. Et je peux vous assurer que oui, Halloween Ends ne figure pas dans cette liste, mais franchement, je relativise sur Halloween Ends quand je vois ce qu'ils ont fait des autres Halloween, donc de Halloween 2 jusqu'à H20 et surtout Résurrection également, une catastrophe. Donc voilà, encore une fois, celui de 78 et la trilogie de David Gordon Green qui se suivent, je tiens à le rappeler. Ah bah tiens, encore une petite saga qui est systématique de ce que je disais précédemment. On est dans les années 90, donc évidemment tout doit être paranormal, mythologie, etc. Et arrive du coup sur nos écrans en 1993, un film qui est plutôt sympa, je vais pas vous mentir, le premier est très sympa, le film Leprechaun ou Leprechaun en anglais, qui est cette fameuse mythologie, vous savez, qui est irlandaise, du petit lutin qui est changé en pierre, mais si vous avez le malheur de subtiliser un doublon de son chaudron, donc un doublon en or de son chaudron, cette statue revient à prendre vie et le lutin n'arrêtera jamais de vous traquer avant de vous tuer et de reprendre sa pièce pour revenir à sa place d'origine et se retransformer en statue. Alors encore une fois, c'est plutôt sympathique, mais rappelez-vous, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est systématique. On est dans les années 90, les slashers commencent à s'épuiser, donc bien évidemment il va falloir faire quelque chose d'un peu plus paranormal, un peu plus spirituel, etc. Et on va donc taper dans la mythologie irlandaise. Alors pourquoi pas, comme je le dis, le premier Leprechaun est plutôt sympa, mais ensuite, le 2, le 3, c'est quasiment que des blagues de cul et de la beaufrie à ne plus savoir qu'en faire, des blagues bien grasses, et comme vous pouvez le constater sur ce screen que j'aurais mis à l'écran si j'y pense au montage, le Leprechaun 4, c'est là où j'ai arrêté et que je l'ai même pas regardé, parce que j'ai regardé 20 minutes, Leprechaun dans l'espace. Voilà, donc un truc irlandais qui déjà se téléporte aux États-Unis, bon pourquoi pas, oui pourquoi pas, mais par contre l'envoyer dans l'espace, c'est non, c'est clairement non, 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 non. Et ensuite à la fin, le 5ème qui s'appelle Malédiction parce que putain de pourquoi pas. Ensuite, en 2003, le retour. Ah tiens, ensuite on arrive dans les années 2010, donc qu'est-ce qui se passe? On arrive à faire le fameux épisode Origine pour tout expliquer parce que t'es trop con en tant que spectateur, spectatrice pour faire tes propres théories par toi-même, faut tout qu'on te mette tout cuit dans le bec, donc évidemment t'as pas de place à réflexion, donc on va tout expliquer sans même te respecter bien sûr. Et ensuite le retour du Leprechaun en 2018 que je n'ai pas regardé. Donc voilà, franchement le premier est très intéressant, franchement je suis très sérieux, il est très intéressant à regarder. Et par contre le 2, le 3 sont une catastrophe pas possible. Si je me rappelle bien, je crois que c'est dans le 3 que l'actrice Caroline Williams, qui jouait Stretch dans Massacre à la tronçonneuse, joue une sorte de bimbo qui ne fait que vouloir s'enrichir auprès des hommes pour pouvoir payer ses opérations de chirurgie esthétique. Le Leprechaun voit que elle lui a volé un doublon ou plusieurs doublons d'or pour payer ses chirurgies esthétiques. Il arrive à récupérer les doublons en or, mais pour punir le personnage que joue du coup Caroline Williams, il lui fait gonfler le postérieur et ses lèvres qu'elle a botoxées, et à la fin elle explose en gerbes de sang et de boyaux. Voilà, sans transition. Ouais, on arrive sur notre cas principal qui sera nettement plus difficile à décortiquer. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Et ça vaudra mieux que de continuer à parler de cette saga qui est tombée en désuétude dès le deuxième film. We have such sights to show you. Ok, comme vous l'avez remarqué pour cette dernière entrée dans notre liste, c'est vrai que au cours de cette présente vidéo, j'ai beaucoup parlé de saga. J'ai jamais trop parlé de films en tant que tel, j'ai plus essayé d'imbriquer des sagas entre elles, etc. Ou alors extraire certains films d'une certaine saga. Eh bien là, on va pas déroger à la règle puisqu'on va encore parler d'une saga que moi j'apprécie
plutôt pas mal, mais encore une fois pas tous les films. On va parler bien évidemment de Hellraiser. Hellraiser, c'est une saga qui du coup va de 87 jusqu'à 2018 pour la saga principale, et il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas énormément les films Hellraiser. Tout un chacun s'accorde à dire que le premier Hellraiser et le deuxième sont très très bons, et à juste propos. Déjà, parmi ces personnes-là, il y a déjà des personnes qui disent le premier est le meilleur, d'autres disent le deuxième est le meilleur. Moi personnellement, les deux je les adore, ils sont trop bien. Ensuite, à partir du troisième, que tu aimes ou que tu n'aimes pas Hellraiser, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une baisse de qualité. Moi, il me dérange pas. Hellraiser 3, il y a certains gros défauts, mais je veux dire, il me dérange pas, il est plaisant. Ensuite, on arrive sur l'épisode cathartique, qui est vraiment, je vais dire critique entre guillemets, de la saga Hellraiser 4 Bloodline. Moi personnellement, j'adore cet épisode. Franchement, je l'adore comme pas possible, et il a beaucoup de défauts, notamment une réalisation aux fraises, mais son histoire nous permet d'expliquer dans le présent, dans le passé et dans le passé et dans le présent, comment a été fait entre guillemets tout l'univers de Hellraiser entre guillemets, entre énormes guillemets même. Mais en soi, c'est pas un mauvais film. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le détestent comme pas permis. Moi, Hellraiser 4, pour moi, les 4 premiers Hellraiser sont très bons, je les adore. Il y a beaucoup de défauts à partir du 3ème, mais le 3 et le 4 pour moi, si je devais les noter là tout de suite, ça serait un petit 12-13 grand maximum, alors que les deux premiers c'est 18-19, sans aucun putain de problème et sans aucune arrière-pensée ou même seconde remise en question. Pas une seconde. Non, les deux premiers c'est 18-19, après oui c'est vrai que le 2 et le 3 c'est 12-13 grand maximum. On arrive donc du coup, vous allez me dire oui il y a bien une dichotomie dans ce que tu vas dire TFT, une nuance, oui, et c'est là qu'on arrive dans cette fameuse quadralogie de l'enfer comme pas possible, avec, sans mauvais jeu de mots, avec Inferno, Hellseeker, Deader, Hellworld. Ces 4 films là que je viens de citer là, donc de Inferno jusqu'à Hellworld, sont une catastrophe de scénario, de mise en scène, de tournage, de direction d'acteurs. Je sais pas comment ces films ont réussi à voir le jour. Il n'y a rien qui va, du début à la fin. Pour vous dire à quel point, je vais prendre celui qui est le plus détesté de tous, Hellworld. Hellworld, les Cénobites, donc les démons infernaux, se trimballent sur internet. Et c'est comme ça qu'ils se font invoquer. Merde, voilà. Et ensuite, Hellraiser Revelation est une catastrophe. Et par contre, Hellraiser Judgment est plutôt sympa. Encore une fois, je pense très sincèrement que s'il avait eu plus de budget, mais bon, encore une fois, vous allez me dire, avec plus de budget, n'importe quel réalisateur ferait des films excellents. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais malgré son manque de budget, Hellraiser Judgment, c'est un bon film. Encore une fois, si vous voulez commencer à regarder les films Hellraiser, déjà accrochez-vous parce qu'ils sont atrocement gore, j'aurais prévenu, le 2 notamment qui est atrocement violent, mais le premier aussi il emmène pas large, donc bref, mais je veux dire, la première trilogie, voire quadralogie de Hellraiser sont très bons selon moi, alors avec, comme je le dis, certaines cordes, j'arrête pas de faire des jeux de mots en parlant d'Hellraiser, c'est assez malaisant, toutes mes excuses, mais Hellraiser 4, pour moi, il permet d'expliquer l'histoire, mais pas en flashback en mode « Hey, t'as vu mon flashback pour tout expliquer ?» Non, il y a quelque chose qui te permet aussi de voir et le passé et le présent, parce que le film est sur 2 époques, et c'est vraiment sympathique. Ça nous permet de voir un petit peu ce qui s'est passé il y a 200 ans du coup, plus de 200 ans, et ça revient ici, et c'est génial. Je trouve ce principe trop bien, mais encore une fois, le budget est une catastrophe dans ce film, donc voilà, il aurait eu quoi, allez, 2 millions de plus, je pense très sincèrement que Hellraiser Bloodline aurait très bien fonctionné. Donc bref, encore une fois, la quadralogie et Hellraiser Judgment, pour celles et ceux qui se poseraient la question, est-ce que ce sont des films qui se suivent ? Pas forcément, entre guillemets, je veux dire, vous pouvez très bien passer de Hellraiser 1 à Hellraiser 10, donc Judgment, il n'y aura pas de problème, il n'y aura absolument aucun problème. Il y a eu un reboot en 2022 qui est excellent, donc il n'a rien à faire dans cette liste et encore moins dans cette vidéo, mais j'y reviendrai dans une prochaine, bien évidemment, une prochaine vidéo le concernant, bien sûr. En ce qui me concerne du coup, oui, les 4 premiers Hellraiser ainsi que Hellraiser Judgment sont des films que vous devez voir si vous aimez un petit peu tout ce qui est démons, violence vraiment
très gore, et body horror également, que j'avais dit en introduction ne pas forcément trop parler parce que j'aime pas trop ce style de film, mais franchement Hellraiser est excellent, et c'est franchement regardez juste le premier pour voir un petit peu ce que c'est, et c'est typiquement ce que j'appelle ces films d'horreur à métaphore. En gros ici les Cénobites, hein, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les démons, donc Pinhead et toute sa clique, hein, donc tout ce qui va être Butterball, Chatterer, tout ça, sont ici des métaphores de l'infidélité conjugale. Entre énormes guillemets, je sais qu'il s'il y a des fans de Hellraiser qui sont dans les commentaires, ils vont cordialement m'envoyer une bombe par la poste, c'est bien ce que je dis, c'est entre guillemets des métaphores, je dis pas que tout le film tourne autour de ces personnages-là comme étant une sorte de fusil de Tchekhov, MacGuffin, vous voyez ce que je veux dire, en mode de prétexte si vous voulez. Ce ne sont pas des prétextes à oh là là le scénario n'avance pas parce que infidélité conjugale, non, c'est vraiment des personnages qui ont leur propre identité, mais je peux comprendre que certaines personnes préféreront plus Hellraiser 2 Hellbound, du coup, qui est plus porté sur l'action entre énormes guillemets, beaucoup plus gore, beaucoup plus trash, beaucoup plus violent et beaucoup plus éprouvant à regarder, mais franchement l'ambiance du premier Hellraiser est une perfection. Donc encore une fois, je vous invite très fortement à regarder les 4 Hellraiser ainsi que Hellraiser Judgment, mais alors tous les autres de Inferno jusqu'à Revelation, mais foutez-moi ça au feu. Et putain, je termine sur cette vidéo sur un jeu de mots. Enfin bref, mine de rien, intéressez-vous à Hellraiser avec ceux que je viens de vous dire, donc les 4 premiers ainsi que le 10e, bien évidemment. Voilà donc qui termine pour cette vidéo, ça a pris un peu de temps à faire, c'est quand même assez sympa de revisiter certaines sagas de films d'horreur qui, selon moi, ne sont pas le cliché du tout à jeter, rien à retenir, hein, voilà, généralement vous regardez un premier épisode de cette grande saga de films d'horreur en question, par exemple Leprechaun, hein, par exemple, ou même Hellraiser, on vient d'en parler, et voilà, vous pouvez apprécier. Par contre, après, si ça part en steak à cause de ficelage et déficelage scénaristique, plus on avance dans les films, genre par exemple comme Halloween, attention quand même. Donc voilà, encore une fois, on m'avait demandé les 5 pire film d'horreur, j'ai essayé de piocher dans des sagas et de parler des sagas en même temps, parce que vous dire j'aime pas ce film là parce que voilà, comparé aux autres, ça veut rien dire, il faut un petit peu que j'explicite le propos bien évidemment. Donc voilà qui est fait, je vous remercie d'avoir suivi cette première ébauche de vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Encore une fois, ça n'engage que moi, hein, les critiques qui ont été proférées ici n'engagent que moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine fois on se retrouve pour un top 10 peut-être, ou un autre top 5, je ne sais pas, sur un genre, enfin plutôt un sous-genre de film d'horreur bien particulier. Je vais peut-être faire le slasher, je sais pas, ou alors le film paranormal. J'ai plutôt envie de faire le film paranormal parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, on se retrouvera très probablement pour le top 5 ou top 10 des films paranormaux que j'ai préférés, bien évidemment. Merci à toutes et à tous, à bien vite, c'était TFT, passez une bonne fin de journée bien sûr.